Pour commencer mon œuvre, il me fallait un piano à queue de 1,80 m, qui, amputé de son clavier, ne mesurerait alors que 1,30 m. Et aussi un piano droit pas trop haut pour arriver à 2,30 m de hauteur cumulée. Au-delà, ce piano girafe deviendrait inaccordable. À part pour les géants, eh bien, c'est ce qu'on m'a apporté. On m'apporta un piano vertical, droit, de marque Gelmini, facteur du roi. Quoi de mieux pour le royaume de la musique? En le démontant, j'ai pu constater que la mécanique, miraculeusement conservée, révélait un raffinement dans la conception et la réalisation des fourches de marteau, pour les amateurs de belle mécanique. Fourches en laiton, avec rattrapage de jeu, commandées par des vis à double pas, rien que ça. Les anciens propriétaires avaient commencé à scier ce piano pour pouvoir le jeter plus facilement, c'est-à-dire qu'il manquait, en plus de la table d'harmonie, le barrage arrière du meuble, fait de grosses pièces de bois généralement en sapin. Mais s'il avait fallu sauver cet instrument, c'eût été extrêmement compliqué de tout refaire. Pourquoi d'ailleurs de ne pas penser que mon projet, dans lequel ce piano trouvait sa place, était aussi une façon de sauver cet instrument? Cette place du piano vertical, à la base, tient tout le reste, comme la base d'une mélodie et le pilier d'une harmonie. Cette base, donc, allait devenir les pieds et le corps de cette girafe. Est-ce que vous rêvez 440 Hz la nuit? Ah, sûrement pas. Ça vous hante pas le 440 Hz? Non. Des fois vous vous réveillez pas en âge en disant non, je suis à 443. Non, ça c'est quand je rêve aux emmerdeurs, mais j'essaye de pas trop y rêver. Pas en rêver. Donc c'est un mythe le 440 alors? Ouais, c'est une grosse imbécilité. D'ailleurs à l'époque de Bach, il y avait des diapasons différents partout. Et il y a des gars comme Bach qui arrivaient à faire de la musique quand même. Pas trop mauvais d'après ce qu'on m'a dit. Philippe Joly, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes facteur d'instruments, de piano, de clavier? À peu près 30 ans, quoi. Voilà, à peu près. J'avais commencé un peu avant, mais je me suis déclaré depuis 30 ans. Et comment a surgi cette passion pour les claviers? C'est lié à la musique, quoi. J'ai fait un peu de musicologie, j'ai toujours... Enfin, c'est un double truc, c'est à la fois l'amour de la musique et l'amour de la matière, quoi. Oui, vous pouvez expliquer? Eh ben, j'ai toujours aimé mettre mes mains dans le cambouis, si je puis dire. C'est-à-dire que travailler... j'ai commencé par réparer des mobylettes, des motos, puis et après j'ai fait de la musicologie, j'ai fabriqué une harpe, etc. Et je me suis intéressé à... J'ai toujours aimé fabriquer des trucs. Donc ça, autre chose, mais ça, comme j'aime la musique, j'aime ceux qui créent de la musique. Et le premier instrument que vous avez confectionné, c'était une harpe? Oui, une harpe, quand j'étais en fac de musicologie. J'ai fait une harpe et une affreuse contrebasse avec un voisin, en ne sachant rien du tout, mais il avait 20 ans et
Et j'ai bien rigolé, quoi. Mais à la fin, ça marchait, mais c'était vraiment un instrument très médiocre. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on bricole comme ça, et spécifiquement les instruments? Beaucoup de patience, j'imagine, être curieux, Ouais. avoir l'oreille musicienne. Ouais, ouais. Il faut surtout avoir une sorte de sympathie intrinsèque pour la matière, quoi. Moi, j'aime la matière et j'ai tendance à dire à mes apprentis, ici, on interroge la matière. C'est-à-dire, on se pose des questions. Comme j'ai aussi fait de la philo, on se pose des questions sur le cosmos moi, j'interroge la matière, j'interroge le bois, je lui pose des questions. Je lui dis, comment tu vas réagir? Et en fait, pourquoi j'aime ça? C'est parce que justement, on n'a jamais de réponse. Enfin, on a des réponses toujours incomplètes, mais des récompenses tout le temps. Ça, vous parlez au bois, vous n'hésitez pas vraiment à communiquer avec le bois. Oui, parce qu'on se colle à lui, quoi. On se confronte à la matière. Je veux dire, on bouge des trous, on se dit, mais est-ce que ça va servir à quelque chose d'avoir mis des flipos là-dedans? La table d'harmonie est fendue, on en répare. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je pense que ça sert à rien. Enfin, des fois, on se dit ça sert à rien, mais il y a des tas de gens qui m'ont dit, ah, mais depuis que vous avez réparé mon piano, il sonne vachement mieux. Des fois, je pense qu'ils se trompent, mais en même temps, des fois, quand je suis de bonne humeur, je me dis, bah, ils ont peut-être raison. Le facteur de piano, il a un effet placebo en fait, hein, le fait d'emmener son instrument, ça rassure les gens au final. Ah, bien sûr, mais tout a un effet placebo, donc pourquoi pas, il n'y a pas de raison que ça n'en ait pas. Mais il n'y a pas que le placebo, parce que je peux vous dire que très vite, en faisant très peu de choses, on peut améliorer un instrument. En faisant très peu de choses, c'est magique, quoi. C'est ça aussi qui est quand même très jouissif, si on peut dire, c'est que vous améliorez un truc en 5 minutes, quoi. Vous voyez tout de suite le défaut. Et ça, c'est pas parce que je suis très compétent. Je veux dire, tout le monde, enfin, n'importe quel facteur le fait, quoi. En 5 minutes, il peut faire marcher un truc qui marchait pas. Ben, ça, c'est génial. Est-ce que vous philosophez dans votre atelier comme ça, parmi vos pianos? Vous les regardez, vous les questionnez? Oui, je crois qu'on philosophe tout le temps. Tout le monde philosophe tout le temps, alors bien ou mal, quoi. Mais tout le monde philosophe tout le temps. Dès qu'on se pose une question, comme dira Heidegger, le questionnement est la piété de la pensée. Et moi, j'essaie d'être très pieux, quoi. C'est-à-dire, je questionne beaucoup et tout le temps. Sans arrêt, j'essaie de comprendre pourquoi un piano sonne mal. Et souvent, je ne comprends pas. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que si on comprenait tout le temps, ça serait affreux. Et dans cette posture de piété de la pensée, c'est dans une posture d'être humble. On a beau avoir 30 ans de réparation d'instruments, on est toujours en train d'apprendre. Bien sûr, c'est le b.a.-ba, quoi. Et c'est bien pour ça qu'on continue à travailler. Parce que moi, j'ai 72 ans, 9 dixièmes, et en fait, j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Bon, si je suis paralysé ou Alzheimer ou je sais pas quoi, je serais bien obligé de m'arrêter. Mais moi, j'ai envie de travailler jusqu'à mon dernier souffle, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas la retraite à 64 ans, ni à 58 ans, ni à 20 ans. C'est la retraite à 150 ans. Oui, j'écoute. On écoute tout le temps. On écoute tout le temps et on aime les timbres, tous les petites choses. On écoute les tierces. Et quand on accorde, on se sert de défauts. C'est assez intéressant parce que c'est grâce aux défauts, c'est-à-dire au fait que les tierces, par exemple, dans le tempérament égal, battent. Dans un battement, c'est une sorte de défaut acoustique. Et c'est grâce à ce défaut-là qu'on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est un peu comme dans l'histoire de la sélection naturelle, quoi. Finalement, c'est les anomalies de la reproduction, c'est les anomalies de la reproduction qui permettent l'évolution. Et ça, c'est vachement intéressant. Enfin, disons que c'est intéressant de penser défaut et pas qualité. Alors Philippe Joly, avant de vous mettre à travailler en tant que facteur de clavier, vous m'avez dit que vous répariez des mobylettes et tout ce qui était automobile. Comment on peut passer de l'un à l'autre et quel est le lien entre les deux au final?
Le lien, c'est la matière. Et le lien, c'est découvrir ce qui ne marche pas. Le lien, c'est l'amour de la matière, quoi. Voilà, on peut dire que Heidegger a écrit un bouquin et il parle souvent de la disparition, l'oubli de l'être. Voilà, il parle de l'oubli de l'être. Et moi, je dis que dans la société moderne, on a oublié la matière. La matière disparaît, elle fout le camp. On est dans le virtuel partout, etc. Et moi, plus la matière disparaît et plus, enfin, je ne vais pas dire plus je suis triste parce qu'elle disparaît, mais sans disparaître. C'est-à-dire que moi, je l'aime de plus en plus, quoi. Donc, pour moi, elle ne disparaît pas. C'est le vrai mystère, quoi, la matière, et c'est un mystère passionnant. Parce qu'on a, de toute sa vie ne suffit pas à éclaircir un peu ce mystère. On l'éclaircit un tout petit peu, mais on reste à la surface. Ah, je ne sais pas, mais votre vraie passion cachée, également, c'est le monde animal, on peut le dire. Le monde animal, et notamment un animal qui vient de la savane africaine, qui est la girafe. Oui. Pourquoi cette folle idée de vous lancer dans l'amour de la girafe et d'essayer d'en créer une composition musicale à travers votre création? Ben, en fait, oui, non, je ne suis pas spécialiste d'animaux, mais c'est un animal que je trouve... en réalité, c'est historique aussi, parce que j'ai peut-être aussi une passion pour l'histoire. Et donc, il se trouve qu'en 1827, il y a une girafe qui a débarqué à Marseille, etc. Et après, il y a une girafomania dans la moitié de l'Europe. Et les gens, à tel point que ça a influencé les gens, les femmes avaient des coiffures de girafes, etc. Bref, il y avait des girafes sur la vaisselle. C'était un don à Louis-Philippe, je crois, cette girafe-là. Oui, hein, oui, ça oui, absolument. C'est le pacha de Tunis, un truc comme ça. Pas Tunis, d'Alexandrie ou du Caire, ouais. En Égypte. Ouais. Ils avaient capturé 2 girafons au Soudan. Et ils en ont envoyé un en Angleterre, et lui, il est mort tout de suite, le pauvre. Et l'autre est à la ménagerie, il me semble. Mais en France, il a traversé toute la France, et voilà. Et la girafe a vécu longtemps, elle est morte là, au Jardin des Plantes, je crois. Jardin des Plantes. Mais en fait, oui, après... Ça a inspiré les facteurs. Bon, effectivement, les facteurs de piano, pas trop les Français, malheureusement, mais... Est-ce que le facteur cheval, peut-être, non? Oui, pourquoi pas, mais... non, mais c'est vrai que les animaux... on n'en finit jamais avec les animaux. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est la même interrogation. On a la même interrogation. Je ne veux pas dire que les animaux sont de la matière, mais bien sûr, ils sont aussi de la matière, comme les arbres et comme nous. Tout ça, c'est du carbone et de l'hydrogène. Enfin, il y a la même chose partout dans le cosmos. Donc, on vient tous du même endroit, hein, du Big Bang, et donc la girafe, elle vient aussi de là, quoi. Et on peut dire que cette forme de la girafe, en fait, est favorable à l'émission du son. Ça, c'est important. Alors Philippe Joly, on comprend votre amour de la girafe, des animaux, notamment de la girafe, avec l'explication de cette traversée de la Méditerranée, de la première girafe qui est venue ici en région parisienne. Mais vous êtes connu pour avoir créé un prototype de clavier girafe. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. En fait, comment est venue l'idée de créer, de faire ce lien entre la girafe et puis d'en faire un clavier, tout simplement? Oui. Ça, bon, c'est historique. J'ai vu des photos de pianos dans les musées. J'en ai vu une ou deux. Enfin, des pianos, il y en a très peu. Alors, comme il y en avait très peu, je me suis dit, bon, je ne pourrais jamais m'en acheter un historique. Donc, je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Et ça, l'idée m'a trotté dans la tête pendant 10 ans avant d'y arriver, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille, parce que j'ai tous les ingrédients, si je puis dire, mais je l'ai fait avec des pièces de récupération, pas uniquement, parce qu'il y a aussi la table d'harmonie neuve, il y a des choses neuves, mais
en gros, j'ai utilisé des pièces existantes, toutes modifiées. Je n'ai jamais pris une pièce sans la modifier, mais voilà, c'est un truc. J'avais envie de faire ça. Pour quelle raison, je ne peux pas vous dire. Vous avez habité au Niger, j'ai traversé le désert voilà. en bagnole. Voilà. J'ai traversé le Sahara, j'ai rencontré des tas de gens là-bas, mais pas de girafes malheureusement, parce que vous savez, même en Afrique, les animaux sauvages ont un petit peu disparu. Hein. Ouais. Et pourtant, il y a une espèce de girafe au Tchad. Hein. C'est une espèce à damier un peu plus clair que les autres espèces de girafes qu'on connaît. Oui, c'est possible. Par rapport à la girafe d'Afrique du Sud. Et elle tire son nom du mot arabe Zarafa. Zarafa, absolument. Oui, j'avais lu ça. Ouais. Oui. Et alors, en fait, les Grecs et les Romains pensaient que c'était un mélange entre le léopard et le chameau. Ouais. D'où le nom, le camélopard. À l'époque, il vient du latin camélopardus. Ah ouais. Ouais, Camélus, le chameau, Ouais. en raison de son long cou, bien sûr, et Pardus, les léopards. Pendant longtemps, les Grecs l'appelaient le camélopard. Ah bah vous m'apprenez les choses. Ouais. J'étais un peu ignare là-dessus. Non, mais c'est un animal singulier. Et il a des qualités qui sont particulières. Et là, pour ce qui est de la forme du piano, c'est très intéressant parce que ça vous donne la possibilité d'avoir des grandes basses, d'avoir une grande longueur de son. Or, en prenant pas beaucoup de place au sol. C'est ça qui est aussi intéressant pour le monde moderne. Et on devrait fabriquer que des pianos girafes. J'espère bien que les Chinois vont se mettre à fabriquer en série des pianos girafes parce que en fait c'est beaucoup plus rationnel et ça permet d'avoir un piano avec des cordes de piano à queue dans un tout petit espace. Donc c'est à la fois du passé et de l'avenir. Bah, pour moi c'est l'avenir. Ouais, voilà la bête, c'est l'aboutissement d'un travail qui est inconscient et conscient, quoi, c'est-à-dire un désir inconscient qui a duré peut-être 10 ans. Et j'avais même mis sur mon site création d'un piano girafe. Bon, puis à un moment, j'ai réussi à le faire. Voilà, et donc, et quand on l'a inauguré, je veux dire, j'étais très heureux. D'ailleurs, je le suis toujours, mais au début, c'était vraiment extatique, comme diraient certains. Oui, parce que ça part d'un projet fou de mettre le corps de l'instrument de façon verticale et d'essayer de faire une analogie entre la longueur du cou de la girafe et de le transposer à l'univers musical et notamment du clavier. Oui, bien sûr, on n'invente jamais parce que ça a existé. Et puis qu'en fait, de toute façon, le règne animal est un modèle pour beaucoup de créations. Donc pourquoi pas, je veux dire, les dirigeables ressemblaient à des poissons. D'ailleurs, à un moment, je voulais faire un bouquin là-dessus sur tous les objets qui sont liés au monde animal. Et il y en a beaucoup. Donc on se sert, on imite des animaux pour plein de choses, quoi. Après tout, c'est logique. Hein. Mais l'homme n'a rien inventé, l'homme s'inspire toujours de son environnement, et que ce soit les plantes, la faune, la flore, et pourquoi pas le transposer au domaine artistique. C'est ce que vous avez fait, bravo à vous. Magnifique instrument. Est-ce que vous pouvez nous le détailler un petit peu, montrer ses caractéristiques principales? Oui, alors il y a quelques cordes monocordes au début, jusqu'au fa. Après, c'est bicordes. Mais tout est bicorde, c'est-à-dire 2 cordes par note, ce qui est pas très banal parce que, enfin,
Ça existait hein, à l'époque, le premier piano Cristofori était bicordes. Et même maintenant, les pianos, ils ont 3 cordes par note, mais comme les cordes sont assez longues et que la table d'harmonie est verticale, il n'y a pas besoin de mettre 3 cordes. Et en fait, pour un accordeur, c'est beaucoup plus confortable à accorder et rapide. Et quand même, c'est important et ça fait un son particulier. Le son du bicorde n'est pas le son du tricorde. Et moi, il me plaît. Alors après, chacun ses goûts, quoi. Et au niveau des sensations de jouer un piano comme ça, est-ce que c'est les mêmes sensations qu'un piano classique? Ben non, parce que l'avantage d'un piano comme celui-là, c'est que la table d'harmonie qui est verticale, qui est la membrane qui amplifie le son, elle est juste en face de vos oreilles. L'idée, ce qui est bien pour moi, c'est de pouvoir jouer doucement et avoir beaucoup de son. C'est-à-dire jouer doucement et que ça soit fort. C'est un peu le contraire de une guitare électrique avec l'ampli à fond, quoi. C'est-à-dire jouer fort et finalement entendre pas grand-chose parce que d'abord on devient sourd à force de jouer fort, mais souvent il n'y a pas de présence. Là il y a une présence du son parce que ce qui émet le son est juste en face de vos oreilles. D'accord. La girafe, c'était un mammifère, nous le savons tous, hein, partie de cette grande famille des mammifères, mais c'est aussi un ongulé, moins petit que le cheval, et c'est même un ongulé artiodactyle. Dans dactyle, il y a le doigt dactyle, donc tout est lié au final. Dans ce grand cosmos du Big Bang, de la séparation des espèces, on se rejoint à travers le piano, joué par les doigts, n'est-ce pas, du corps humain, et cette famille des artiodactyles, du mammifère ongulé qu'est la girafe. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Oui, ben, ça évoque, si je pourrais passer pour un mystique, que d'ailleurs je peux revendiquer d'être, parce que le mystique c'est aussi le goût du mystère, c'est qu'on peut presque penser qu'il y a un plan, quoi. Alors, est-ce que Dieu avait pris de la came avant de faire certaines espèces d'animaux qui sont complètement... Enfin, ça c'est une façon ironique de parler, très... mais en fait, à des moments, on se dit, tiens, mais il y a des couleurs tellement incroyables dans le monde animal, il y a des choses tellement incroyables, mais finalement, il y a un plan, c'est-à-dire, on retrouve ça dans la mécanique d'ailleurs, il y a des châssis de voitures qui ressemblent à un squelette, hein, je veux dire qu'on retrouve les mêmes structures partout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, pourquoi on retrouve les mêmes structures partout? Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que si vous voulez faire un truc résistant, il faut qu'il y ait un châssis, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait un truc qui résiste. Et chez l'homme, ou chez les animaux, les vertébrés, c'est des vertèbres, c'est la cage thoracique, etc. Mais il y a ça aussi là-dedans. D'ailleurs, vous savez, les noms, ça s'appelle l'échine, hein, donc ça pourrait être animal. Il y a des noms, les pieds. Oui, et puis au final, quand on regarde l'évolution de l'animal, la girafe s'est adaptée à l'univers de la savane. Elle a voulu brouter les feuilles qu'il y avait dans les hautes sphères des acacias. Absolument. Donc elle a développé ce coup pour pouvoir avoir une niche alimentaire que les autres animaux n'avaient pas. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'univers restreint dans lequel vivent les êtres humains, d'avoir une forme de piano où le coffre table d'harmonie serait droite, c'est une évolution aussi qui n'a pas pris certes des millions d'années, mais une évolution naturelle. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le futur du piano, c'est ça, c'est d'aller vers un univers rectiligne? Oui, oui, certes. Ben, en même temps, c'est aussi rationnel. C'est pas juste un délire, quoi. Il se trouve que on est porté par des choses qu'on peut appeler des fantasmes ou des rêves, mais il y a aussi de la rationalité. C'est un mélange des deux. J'ai fait une fois une sorte de conférence sur musique et mathématiques. Donc là-dedans, il y a des mathématiques, c'est-à-dire tout est géométrie. La longueur des cordes, elle est dictée par les mathématiques. Mais en même temps, ben oui, il se trouve que c'est pratique d'avoir quelque chose de... Finalement, pour avoir des très longues cordes, eh ben, on monte en haut, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, là, c'est son cou, là, en fait, là. Ah ben, là. Oui. Là, c'est son cou. Elle a combien de vertèbres? Écoutez, elle a
6 octaves et demi, c'était des vertèbres. On pourrait dire que derrière, il y a des renforts qui correspondent un peu à une colonne vertébrale, que j'ai fait mais qui sont cachés. Comme chez l'homme, hein, on ne voit pas nos ossements, mais ils existent. Vous avez une relation particulière avec ce clavier girafe, hein, c'est vrai, on le comprend. La girafe a été classée par l'organisme de l'UICN comme une espèce vulnérable parce que le braconnage, parce que son univers se rétrécit à cause des feux de forêt, des écobuages qui fait qu'il y a de moins en moins de bois, donc moins en moins d'arbres. Ça, c'est un piano unique, c'est aussi une espèce vulnérable en quelque sorte. Il y a une unicité, il y a aussi une sorte de fragilité, une faiblesse. On se dit, tiens, je dois le préserver, j'ai un devoir de préserver ce modèle. C'est sûr. Moi, j'aimerais bien que ça se développe. D'ailleurs, j'ai déjà une autre girafe dans la tête. Là, je me dis, ça, j'ai fait le mâle, maintenant je vais faire la femelle un peu plus petite. Ça sera plus facile à accorder. Et j'ai déjà réuni à peu près tous les ingrédients dont j'ai besoin pour la fabriquer. Et je pense commencer cet été pendant les vacances, parce que dans les vacances, tout le monde s'emmerde, mais c'est pour ça que je travaille énormément. Et j'ai l'intention de le faire pendant les vacances, de commencer en tout cas la fabrication, pour pas en plus que cette girafe s'embête toute seule. Il faut... Et alors Philippe Joly, vous avez jamais pensé à la peindre avec un joli damier moucheté? J'ai pensé à la peindre. Dans un premier temps, j'ai pensé à la peindre, puis j'étais pressé un peu par le temps parce que, en fait, elle a été louée au TNP, elle a fait toutes des tournées un peu partout, même en Europe. Donc elle a eu son petit moment de célébrité. Alors, oui, elle a joué dans une pièce de Valerio Novarina où elle accompagnait un chanteur. Et elle était allée au théâtre de Sceaux, etc. Et je crois qu'ils sont même allés en Bulgarie. Enfin, ils me l'ont loué pendant 2 ou 3 ans. Et là, il y a le nom de l'ancien facteur qui a fait le piano de base, qui a un peu servi à la fabrication. Mais je l'ai laissé par respect. Mais en fait, bien sûr, ça n'a plus aucun rapport avec le piano qui m'a donné ces bois, ce palissandre très joli, ces pieds, etc. Qui est de quelle époque? Qui est de début 19e, 1840, c'est les premiers pianos droits. D'accord. Gelmini, c'était un facteur français. Et vous avez juste à poser votre signature? Oui, après j'ai apposé ma signature parce que, enfin bon, en fait... Le Gelmini en question n'a pas fait de piano girafe, à ma connaissance, mais je suis presque sûr qu'il n'en a pas fait. Mais le palissandre étant aussi un bois africain, tout joli au final. Hein. Et le clavier en ébène. Et le clavier en ébène. Ça, c'est moi qui l'ai fait, parce qu'il n'y avait pas le clavier était perdu. Et il y a quand même un petit peu d'ivoire là. Donc là, c'est l'éléphant. Donc c'est un clavier très très africain. Voilà. Et ça aussi, c'est un padouk, c'est un bois africain. C'est un bois de rose, ça, non? Non, ça s'appelle padouk. C'est un bois qui ressemble un peu... qui est rouge, quoi. Il fallait qu'il soit... Ah, donc c'est un choix... esthétique. Un choix esthétique, mais pensé. Il fallait faire cette composition comme ça de couleurs. Rouge et noir, j'ai trouvé que c'était marrant, quoi. Puis surtout, c'était pas banal. J'avais envie de changer un peu, que j'en ai marre des claviers noirs et blancs. Et puis je vois pas pourquoi les claviers seraient toujours noir et blanc. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours été. À l'époque de Haydn, il y avait des pianos comme ça. Mais en général, ils avaient parce que ça s'appelle les feintes. Et c'était avec recouvert d'une petite touche d'ivoire. Et moi, j'ai laissé rouge et noir. Voilà. Philippe Joly, vous aimez bien un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, changer les habitudes, essayer de faire bouger les choses. Hein. Je copie en faisant des défauts, un peu comme à la sélection naturelle. La sélection copie, mais elle fait des défauts, et c'est grâce à ces défauts que les espèces évoluent. Et moi aussi, je fais des défauts. Je copie mal. Quoi. Je copie mal. Bien sûr. C'était Léo Ferré qui disait que s'il n'y avait pas eu un être humain qui avait décidé de faire autrement, on serait encore à l'époque à vivre dans les arbres. Parce qu'il y en a un qui a transgressé et qui a inventé. Oui. C'est très... Non, mais voir l'histoire de l'évolution, c'est extrêmement bon. C'est lié à des rayonnements cosmiques, à des tas de trucs, mais c'est lié aussi à un défaut de copiage de l'ADN, etc. Enfin bref,
je suis pas c'est pas mon métier, mais c'est sûr que pourquoi les espèces évoluent? Parce qu'à un moment, elles ne se reproduisent pas totalement, quoi. Et je trouve ça intéressant. Parce que l'industrie ne fait que du semblable. Hein. Bon, après, ils font des modifications aussi, mais dans le but de vendre seulement, alors que les modifications, elles devraient être faites dans le but d'inventer, quoi, finalement. Alors Philippe, la protubérance osseuse de la girafe qu'elle a sur sa tête, ces deux protubérances osseuses, on appelle ça des ossicones. Et on peut le voir là, hein, sur le haut de l'instrument. Ce sont les ossicones, ça, Philippe, que vous avez conceptualisé? À vrai dire, c'est plus la tête que les ossicones. La tête, c'est important parce que ça permet aux chevalettes basses d'être plus libres et d'avoir des plus belles basses. C'est des basses qui D'accord. Vous êtes resté à 88 touches, hein? Pardon? Vous êtes resté à 88 touches. Moins que ça. Moins que ça? Je suis dans la décroissance. Ah, c'est intéressant. Oui, ça. je fais do fa. 78. Donc moins que sur un clavier. Oui, vous d'accord. savez, il y a des claviers modernes, y compris des claviers, il y a des, pas des orgamons, mais des, comment on appelle ça? Parce qu'il y a les Bosendorfer qui en ont 92, 94, je crois, non? Oui, mais c'est des notes qui servent à rien. Est-ce que c'est parce que la girafe n'entend pas l'infragrave, au final? C'est possible. Hein? Non, mais je dis dans le petit livret que je n'aime pas, je trouve qu'une girafe, c'est plus haut que long. Et c'est ça qui fait la caractéristique de l'animal. Si vous faites un truc large comme ça, Ouais. ça ne sera pas une espèce de centaure, ça ne sera plus une girafe. Ouais. Mais c'est autre chose. Mais un centaure, ça n'existe pas déjà. Mais bon, C'est un taureau, ça, espèce de taureau. oui, mais ça serait pas beau. Et ce qui est beau, justement, c'est que ça soit comme ça. Donc, il fallait qu'il y ait un clavier le plus petit peu. Enfin, j'aurais pu faire plus petit. Souvent, les historiques, ils font 6 octaves. Là, j'ai mis 6 octaves et demi. Ça permet de jouer quasiment 95% du répertoire, de tous les répertoires. Parce que, bon, on va très rarement en dessous de ce do, qui est déjà assez grave, qui est plus bas que la contrebasse. Hein. La contrebasse, elle va jusque-là, je crois. Et donc, ça suffit largement pour jouer. Après, on peut rajouter plein de notes, mais pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, c'était un guide esthétique. D'accord, d'accord. Voilà pour la petite analyse ossicone. Oui. Mais est-ce que, pour les néophytes, on se demande si vraiment le piano il était accordé la veille, on demande à ce que l'accordeur vienne une demi-heure à la fin de la balance avant que l'artiste vienne sur scène pour faire le dernier réglage. Est-ce qu'il se désaccorde autant à un piano? Est-ce que c'est pas un caprice de star ou est-ce que c'est... Oui, c'est caprice de star. Faut dire, il y en a des bons, puisque apparemment, Keith Jarrett était un vrai chieur. Il emmerdait les accordeurs. Et aussi Michelangeli, qui est quand même une pointure, qui était vraiment un pianiste génial. Et c'était un vrai con à cause de l'accord. Il emmerdait les accordeurs jusqu'à les faire devenir fous. Et c'est juste que moi, je peux admirer Michelangeli, mais j'admire pas ça. Ça, je trouve ça stupide. J'admire comme pianiste, mais pas comme emmerdeur. Et par contre, Cortot, paraît-il, parce que moi j'ai connu un mec qui avait accordé pour lui, et quand l'accordeur était en train d'accorder et que lui il voulait répéter pour son concert, il le virait. Parce qu'il dit, oh, je m'en fous de l'accord. C'est vrai. Et moi j'aime beaucoup plus Cortot, parce que je trouve ça qui est important. C'est l'ancienne génération, ça, du coup. Ouais, bien sûr. Hein? Mais même, il paraît que Bach accordait son clavecin en 20 minutes. Je veux dire, ça veut dire il faut que ça soit vite fait, quoi. Et à tout point de vue. Il l'accordait lui-même? Bien sûr. À l'époque, oui, c'est nouveau. Enfin, à mon avis, je pense que le boulot d'accordeur devrait disparaître et les pianistes devraient apprendre à accorder. Ça, c'est mon dada. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des stages, même d'initiation et tout ça. Et j'essaye de dire, moi, j'ai envie de perdre ce boulot, quoi. J'aimerais bien parce que tous les instrumentistes s'accordent, sauf les pianistes, et c'est une tare. Je veux dire, bon, évidemment, les guitares, ils ont que 4 cordes ou enfin 6 cordes plutôt, ou 12, mais c'est pas beaucoup. Alors Philippe, je voulais savoir, vous avez pris combien de temps pour réaliser un clavier girafe comme celui-ci? L'instrument complet, j'ai commencé en septembre et je l'ai fini en juin. Et c'était l'année du Covid, et donc c'était un grand bonheur pour moi, ce Covid, parce que j'étais coincé dans mon atelier, je ne pouvais pas sortir, et je travaillais 7 jours sur 7, 10 heures par jour,
plusieurs mois, pendant tout le moment du confinement. J'étais très content, ça veillait. On a du mal à imaginer qu'il faut que 3 mois pour concevoir un clavier comme ça. Travaillé, hein. Ouais. Non, les 3 mois, c'est les 3 derniers mois où j'ai travaillé vraiment énormément. Okay. Mais avant, j'avais quand même fait la caisse, etc. Bon, les 3 mois, c'est un peu la fin, mais Alors, il a fallu racoler, il a fallu couper, il a fallu poser. C'est ça la difficulté peut-être, non? Concevoir le plan de corde. Il y a de la conception quand même dedans, parce que j'ai pas copié. Là aussi, je me suis inspiré d'instruments du passé, mais je les ai pas copiés stricto sensu, comme on dit. J'ai fait des modifs. À un moment, j'ai mis des cordes en laiton pour faire une transition entre l'acier et le cuivre. Ah oui, on le voit, la différence de couleur là. Ouais, voilà, et c'est une transition douce, quoi, si ça n'entend pas trop. Le but, c'est que ça ne s'entende pas. Et dans les pianos modernes, souvent, on entend beaucoup la transition entre les basses et le médium. Et là, je voulais faire une transition qui ne s'entende pas. Bon, j'ai qu'à moitié réussi, on ne réussit jamais complètement. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui réussissent, mais moi non. Donc ça, c'est le futur mâle, c'est ça qui est à côté, qui attend pour l'instant. Il attend impatiemment sa femelle. Le futur mâle n'est pas là, mais il est derrière, je pourrais vous le montrer. Qu'est-ce qu'elle a un non, an, là, ça serait plutôt le mâle. Ce que je vais faire, c'est la femelle, un peu plus petite. Philippe Joly, vous lui avez donné un nom à ce mâle, là, de girafe? Non, c'est à vous, je vous laisse... Non, pas encore. Non, pas encore, non. Bon, à méditer, pourquoi pas. Si les internautes ont des idées, éventuellement, peuvent mettre des commentaires dans la vidéo pour éventuellement baptiser ce futur clavier. Non. C'est libre parce qu'en fait, moi, souvent je date pas, mais j'ai fabriqué 2 autres pianos avant. Il y en a un que j'ai daté de la Révolution française parce que je trouvais, en fait, l'an 1 de la Révolution, ça correspond un peu à l'an 1 du piano. Enfin, c'est de la diffusion du piano. Et puis le deuxième, après j'en ai fait un autre, j'ai commencé à le dater, puis je me suis dit, ah ben non, après tout il n'est pas fini, donc je ne l'ai pas daté. J'ai fait 2020, j'ai mis un 2 et un 0, puis après je me suis dit, bon, c'est pas fini, pour moi c'est jamais fini un instrument. C'est jamais fini, c'est ça peut-être la difficulté quand on est facteur, c'est qu'à un moment il faut se dire, non, il faut que j'arrête là. Bah oui. Mais vous savez, c'est vrai pour les peintres et les compositeurs. Oui, c'est valable pour ça. Je ne vais pas me comparer à eux, mais Chopin, quand il composait, il avait fini un truc, il disait « Ah ben non, on va reprendre », et puis il faisait un autre final, puis finalement il revenait à la version première, etc. C'est assez drôle. Mais en fait, on n'est jamais parfaitement... Une chose n'est pas parfaite, quoi. Parce que parfait, ça veut dire fini. Mais comme personne n'est parfait, comme il est dit dans le film dans certains Harlem Show, avec beaucoup d'humour, personne. Billy Wilder. Oui, absolument. Il lui dit « Nobody's perfect ». Parce que l'autre lui dit « Mais je suis un homme !» L'autre « Nobody's perfect ». Avec Marilyn, non? Oui. C'est parce qu'il se fait draguer, parce qu'il était déguisé en femme. À la fin... il est obligé de dire, mais enfin non, je peux pas. L'autre, mais c'est pas grave. Alors, Philippe Joly, dans le monde de la facture d'instruments, vous faites partie, les gens vous considèrent comme un ovni, un peu à faire des créations de ce genre. Comment vous vivez ça, cette singularité? Oh, je m'en fous. Enfin, ça... Vous savez, j'ai pas un amour immodéré pour les réunions professionnelles. Les gens, il y a beaucoup de rivalité, tous les gens croient qu'ils sont les meilleurs accordeurs du monde, le meilleur facteur, le meilleur truc, le meilleur machin. Moi, j'ai un peu de recul par rapport à ça parce que j'ai plusieurs casquettes. Parce que j'aime aussi restaurer les voitures anglaises, les maisons, les charpentes, les machins. Donc, je ne peux pas dire que je suis le meilleur dans tout. Je ne peux pas dire non plus que je suis le plus mauvais en tout. Mais moi, si les gens me prennent pour un dingue, c'est pas grave, je m'en fous. En fait, souvent, les gens normaux sont tellement chiants que finalement, je suis arrivé à trouver que les gens bizarres étaient plus rigolos que les autres. Et en fait,
Dans la vie, il faut quand même un peu se marrer, parce que sinon, En c'est plus- pas parce que c'est triste, mais En plus, vous qui êtes philosophe, c'est vrai que qu'est-ce que la normalité? 3 points de suspension. absolument. Qu'est-ce qui est normal? Et c'est quoi être normal? Justement, grâce à ces mutations génétiques, il y a des trucs, il y a des anomalies. Je viens de lire un bouquin d'Aurélien Barraud sur les anomalies cosmiques. Alors, il y a beaucoup trop, il n'y a pas assez d'antimatière, par exemple. Il fait tout un bazar là-dessus. Bah, oui, et des anomalies cosmiques, il y en a plein. Les trous noirs, les machins, bon, la matière noire, etc. Ouais, c'est bourré d'anomalies. Alors la girafe, c'est peut-être une anomalie animale, et après c'est une anomalie comme instrument, mais une anomalie hyper utile, quoi. Enfin utile, hyper belle éventuellement. Ce qui est important, c'est la beauté, on s'en fout du reste. Ce qui est le plus important dans le monde, c'est pas, j'ai envie de changer la phrase de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais il faut dire, pourquoi y a-t-il de la beauté plutôt que rien? Parce que la beauté, ça sert à rien, c'est la finalité sans fin, ça sert à rien. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il de la beauté? Personne ne pourra jamais dire pourquoi. Aucun Darwin ne peut dire pourquoi il y a de la beauté chez les oiseaux, les machins, les insectes. Ben, il y en a, pourquoi? Mais la beauté, elle existe à travers le prisme de notre regard. C'est notre regard qui voit de la beauté. Pour un autre individu, il passera à côté sans même remarquer, sans même s'arrêter. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a aucun individu au monde qui n'ait pas, besoin de beauté? Je ne crois pas. Tout le monde sait ce que c'est. Alors on n'est pas forcément d'accord. Bien sûr. On a besoin dans notre vie d'ailleurs, la beauté, notamment à travers l'art, elle est là pour alléger le quotidien de notre vie et la rendre plus agréable. Elle rend notre vie plus agréable, la beauté. Simplement, on a chacun une appréciation différente de ce qui est beau. Ouais, on n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, je pense que pas tant que ça. Je pense, oui, pour certains trucs, est-ce que vous préférez les éclairs au chocolat ou au café, ok. Mais pour les choses vraiment belles, on est tous d'accord. Personne ne dit que l'art de la fugue, c'est de la merde, quoi. Personne ne dit que le Requiem de Mozart est complètement raté. Ou alors les mecs qui disent ça, c'est qu'ils connaissent rien. Je veux dire que moi, j'y crois pas. Moi, je crois à l'objectivité. Je pense que dans le fond, tout le monde a les mêmes goûts. Alors, après, il y a des goûts différents, mais pour les glaces à la vanille, mais ça, on s'en fout. Mais pour les trucs vraiment, personne ne dit que Coltrane est un nul au saxophone, quoi. Ou alors c'est des crétins, ils connaissent rien. Je veux dire, ou c'est parce qu'ils ne connaissent rien qu'ils disent ça. Je veux dire que quand on s'intéresse un tout petit peu à un truc, on s'aperçoit que les gens ont les mêmes goûts. Parce que ce qui est beau, c'est beau pour tout le monde. Point, quoi. Mais fussent-ils s'y intéresser au préalable? C'est ça évidemment. la condition sine qua non. Il faut s'y intéresser avant pour apprécier la chose. Bien sûr, mais regardez un film de Chaplin, regardez, je sais pas, ma fille, elle est psy, elle a fait... regardez le Kid à des autistes. Ils ont trouvé ça génial, mais parce que c'est génial, point barre. Parce que c'est magnifique, parce que c'est poétique. Et ben tous les gens ont trouvé que c'était bien, parce que c'est bien. Moi, j'en ai marre des gens qui disent chacun ses goûts, mais non, allez vous faire foutre, quoi. Chacun vos goûts, tant pis, si vous pensez ça. Moi, je suis pas d'accord. Le lieu a une importance historique pour vous, vous allez nous l'expliquer, ça n'a pas toujours été un lieu où on réparait les claviers. Non, c'était un garage où on réparait des voitures depuis 1928, le moment où ça a été construit par le grand-père de ma femme, qui avait un associé, et qui était très marrant parce que c'était un maréchal Ferrand, en fait, son associé, et après il est devenu chef d'atelier. Et il y avait des vieilles machines et tout, quand je suis arrivé, c'était incroyable, avec une qui marchait, il y avait un seul moteur, avec une courroie et un grand palier au plafond suspendu, avec plein de poulies, et les poulies entraînaient un tour à métaux,
une perceuse à colonne, un touret pour meuler des trucs. Enfin, c'est incroyable. Il y avait un seul moteur qui faisait tout ça. Et le gars, il avait appris son métier en ferrant des bœufs dans le Béarn. Donc, quand même... et il est mort il y a 20 ans, quoi, mais je l'ai bien connu. Donc déjà un homme touche à tout, quoi, un peu comme vous au final. Ben, hein. Un peu, ouais. D'ailleurs, il y a une photo là, est-ce que vous pouvez nous la montrer là, du garage Oui, comme c'était s'il y a pas dans de les faux années jours. 20. Donc ça, c'est là Voilà. où on est. Voilà, il venait d'être fait, il est tout neuf. Il y a des traces par terre parce que je pense qu'il passait avec un... Comme dans le métro, quand j'étais jeune, il y avait un mec qui passait avec un espèce de seau percé et qui avait de l'eau qui coulait pour coller la poussière. Parce que quand on balayait, après, pour pas que la poussière vole, donc on foutait de la flotte par terre. Et là, il y a ça, c'est assez drôle. D'accord, ok. Voilà, mais... Donc un lieu chargé d'histoire également. Hein, Un lieu chargé d'histoire, de travail, et oui, sûrement, il y a eu de la sueur ici. Les gars travaillaient beaucoup. L'atelier était au rez-de-chaussée d'ailleurs, parce qu'il faisait trop chaud. En haut, il y a 5 étages, et en haut, il y a une verrière. Et au début, le garage était en haut, et puis les ouvriers gueulaient, parce que l'été, ils crevaient de chaleur sous la verrière. Et après, ils ont redescendu l'atelier, là, pour faire plaisir aux ouvriers, pour que les ouvriers puissent travailler. Et bon, il y avait moins de lumière, mais il y avait déjà l'électricité quand même. Et d'ailleurs, ce grand-père qui était déjà à l'époque à la pointe des objets qui se faisaient, il vous a laissé un objet dans son jus qui est une vieille horloge, on peut le voir. Qui était dans une horloge des années 20, un peu art déco, qui elle n'a pas bougé. Qui elle n'a pas bougé, qui marche, qui est à peu près à l'heure. Hein, et elle sonne, elle sonne Big Ben, un peu, une sonnerie qui se rapproche. C'est elle qui fait les sonneries là, tous les quarts d'heure. Oui, tous les quarts d'heure, elle sonne tous les quarts d'heure. Puis un mécanisme. Avec des poids chromés. C'était vraiment le truc ultra moderne dans les années 30 en fait. C'était en noyer, etc. Enfin, un truc marrant quoi. C'est étonnant parce qu'il y a quelque chose qui se dégage là, une espèce de solennité, comme un lieu un peu de réflexion, quelque chose un peu religieux, je trouve. Avec le silence. On est en plein Paris, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de calme, espèce de monastère là. Quand on travaille le bois à réparer comme ça les pianos, espèce dans une semi-prière au final. Ouais. Alors là, vous avez l'intuition. Je ne sais pas si c'est votre métier qui veut ça, mais moi, je suis un théologien raté, quoi. Et je pense que quand je dis on interroge la matière, on interroge le divin aussi. Il y a quelque chose de cosmique dans la musique. Et le cosmique, pour les Grecs, le cosmos et Dieu, c'est pareil. Je veux dire que, bien sûr que pour Bach, par exemple, la musique doit être pour la plus grande gloire de Dieu. Et quelque part, cette interrogation, on peut voir ça comme une religion, oui. Comme il y a du rituel aussi, et il y a l'amour d'un truc qui nous dépasse, quoi. Il y a de la transcendance, ça c'est sûr. Pour moi, hein, après, chacun pense ce qu'il veut. Là, je ne vais pas m'imposer ma vision, mais oui, c'est quelque chose, il y a une ferveur dans notre travail. Vous ressentez ce côté ? Alors Philippe Joly, la girafe étant terminée, quel serait le prochain animal conceptualisé sous forme de clavier ? En fait, j'avais un peu envie, mais plus qu'un peu, envie de faire un autre piano girafe, un petit peu plus petit. Alors en rigolant, je dis c'est la femelle, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais un girafon. Ce sera un girafon. Un grand, quoi, un ado, quoi. Okay. Et enfin bon, j'ai déjà réuni les pièces qu'il faut à peu près, et j'ai déjà fait des plans et tout ça, parce que je vais faire la mécanique plus bas, ce qui permettrait d'allonger les cordes. Enfin bref, j'ai gambergé déjà là-dessus. Sur la construction, ça se veut aussi un peu un hommage à la girafe, quoi. Ouais. Et pourquoi pas, c'est bien d'avoir je trouve que c'est bien de rendre hommage au monde animal et végétal qui nous entoure et qui nous nourrit. Et d'ailleurs, pour rendre hommage, je vous donne les documents, si vous pouvez nous les montrer à l'image. Vous avez écrit un
une ode à la girafe à travers... on voit Philippe Joly de la construction de la girafe. Vous développez un peu l'inspiration et la conceptualisation de votre livret. Et... Il y a des photos et des dessins faits par mon second. D'ailleurs, au début, il y a une girafe qui porte une petite lampe, là. C'est rigolo. Une petite lampe à huile. Voilà. Et on voit également un CD qui a été créé. Oui, avec une girafe d'un côté et de l'autre côté, le chant de la girafe. Chant de la girafe. Par Mitomo. Mitomo Fukui, c'est une copine pianiste. Chant de la girafe. Et il y a 2 pianistes, un copain argentin qui a fait. Et puis bon, et moi je me suis essayé à chanter une mélodie qui s'appelle Exaucement, dont je parle dans le bouquin. C'est pour ça que je l'ai fait, dans le livret, parce que ce travail, il se termine par un exaucement. J'ai été exaucé, quoi, voilà. Et donc j'ai eu envie de chanter cette mélodie de Fauré qui est un peu bizarre, mais que moi j'aime. Bon, C'est quoi la mélodie de Fauré là, que vous aimez? C'est laquelle? C'est dans une série de mélodies qui s'appelle Le Jardin Clos. D'ailleurs, le jardin, vous voyez, il y a encore une idée végétale. Et le jardin, la première s'appelle Exaucement. Je suis accompagné par une copine qui a fait un concert ici, qui est une Italienne très sympa, qui s'appelle Germana Schiassi, qui est une très bonne pianiste, contrairement à moi, qui suis un piètre chanteur. Et cette mélodie, je voulais la chanter parce que quand j'ai eu fini de construire ce truc, j'ai cette mélodie qui m'est revenue dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas par hasard, parce que, d'abord, moi, je ne crois pas au hasard, et qu'en plus, c'est arrivé à point nommé, quoi. C'est juste, j'ai fini, donc je dis que tout travail devrait se terminer par un exaucement. C'est mon but, quoi. J'aimerais que les hommes soient exaucés par leur travail, que le travail se termine par un exaucement. On est exaucé quand on a réussi quelque chose, même si c'est raté, peu importe d'ailleurs. Mais il y a quelque part forcément quand même une réussite. Et un travail qui nous a donné de la peine, mais qui a abouti, il y a un exaucement à la fin. Et c'est pour ça que j'ai chanté cette mélodie. Un exaucement dans le sens où on apprend de travers ce parcours. C'est le parcours qui nous apprend, c'est pas la réussite. Oui, mais on réussit toujours quand même un peu, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est le travail d'un musicien aussi. Cheminement. Oui, bien sûr, le cheminement, c'est génial, mais quand on arrive à finir, quoi. Quand vous avez joué, vous êtes saxophoniste, quand vous avez fini le morceau que vous êtes en train de travailler, vous pensez que vous l'avez pas trop mal réussi, ou une impro, il y a un exaucement. C'est génial, quoi. Il y a quand même une grande satisfaction. Même si on a peiné, même si on a merdé à des endroits, même si on a raté des notes. Mais quand même, vous avez fait une œuvre, quoi. Enfin, un truc qui vous relie au cosmos, dans le fond, parce que ce qui est le plus important, je pense, dans les qualités humaines, c'est la générosité. Et la générosité, c'est la qualité du créateur. Le créateur, il donne. Oui. Et là, vous donnez quelque chose. Moi, je donne ça. Peut-être que les gens en feront rien, mais la preuve que non, puisqu'on a déjà enregistré dessus. On a fait des concerts qui se sont bien passés. Donc, travailler, c'est donner quelque chose, quoi. C'est beau. Une belle parole pour terminer cette interview. Écoutez, oui, je pense que c'est... Ouais. Et c'est pour ça que le sens du travail, c'est important quand le travail est un don. Et tout travail est un don. Si vous balayez la rue, c'est un don, puisque la rue est plus propre après qu'avant, quoi. Donc, c'est... Oui, c'est toujours cette notion de rendre le monde plus beau qui nous entoure. Voilà, on a le devoir, pour moi, je pense qu'on a une sorte de devoir presque absolu de rendre le monde plus beau après notre mort qu'avant, quoi. C'est-à-dire, on vient au monde pour améliorer, pour que le monde soit plus beau. Et pour les grands, pour créateurs, pour Bach, pour Beethoven, pour Coltrane, c'est vrai, c'est évident. Je peux vous demander de quelle religion vous êtes, Philippe? Oui, moi je suis né en France, donc, et ma mère était très, très croyante, mon père moyennement, mais je pense à sa façon, lui, il disait que Dieu avait de l'humour. J'ai jamais vu quelqu'un dire un truc comme ça, mais j'ai trouvé ça assez amusant aussi. Et effectivement, ils étaient catholiques, hein. Maintenant c'est ringardissime d'être catholique. Je m'en fous un peu, à vrai dire. Moi, je trouve ça intéressant.
Je trouve que dans le catholicisme, malgré tous les méfaits, les conneries, l'Inquisition, tout le bazar, il y a des choses géniales, il y a beaucoup de folie et il y a aussi beaucoup de belles choses. Surjoué. Quelque part. Ouais, bien sûr qu'il Il s'est fabriqué un truc de fou. Alors que moi, je dis des conneries, mais je les pense, quoi. Enfin, je veux dire que c'est pas... Quand je te dis le diapason, c'est une connerie, je pense que c'est vraiment une connerie. On s'en fout du diapason, ça n'a aucun intérêt. C'est un truc sans intérêt, quoi. Ça n'a pas d'intérêt musical. Maintenant, il y a des gars qui ont le diapason cosmique, 400, je sais pas combien, 432. Il y a un type qui m'a demandé d'accorder comme ça. Il y a des gars qui ont déduit que de je sais pas quelle loi cosmique, que le diapason pouvait être à 432. Bon, en réalité, quand tu regardes dans les bouquins, il y a des livres sur les diapasons au 19e, au 18e, d'opéra, etc. Ils ont pris les diapasons de tous les... Ils sont tous différents. Enfin, il y en a des plus bas, il y en a des 445, il y en a des 415, 420... c'est bon, alors... Est-ce que l'oreille humaine peut décerner cette variabilité infime comme ça aussi? Infime, non, justement. Ça, c'est là où c'est un critère pour voir que si les gens sont des imbéciles ou des emmerdeurs, ce qui arrive assez souvent, malheureusement. Et il y a des types, si un mec te demande « je veux du 441 », tu veux dire que c'est un con, quoi. Après tout, c'est à peu près sûr. Enfin, au moins... Ou alors un mec qui veut la ramener en disant « moi, j'ai une oreille extraordinaire ». Malheureusement, c'est un travers de beaucoup de musiciens de croire, ou de faire semblant de croire qu'ils ont une oreille extraordinaire. Or, on s'en fout de l'oreille. Je pense qu'effectivement, Beethoven a quand même écrit les trucs les plus beaux qu'il a écrits, c'est-à-dire la 32e sonate, les derniers quatuors, alors qu'il n'entendait que dalle. Fauré aussi, il était à moitié sourd à la fin de sa vie, il entendait des trucs bizarres. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas un sujet intéressant. La musique, c'est autre chose qu'avoir la meilleure oreille du monde. Tu peux avoir la meilleure oreille du monde et même pas être incapable d'accorder un instrument. Parce que si tu n'es pas adroit de tes mains, tu peux avoir une oreille extraordinaire, tu n'arriveras jamais à accorder un piano. Ça s'appelle à la Sorbonne, à un grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ça, c'est un Stoddard, c'est un des premiers pianos à cadre métallique. D'accord. C'est vraiment un truc que je suis en train de restaurer. Celui-là aussi, ça c'est un pied Pleyel, 1800 et quelques, qu'on est en train de restaurer. Ah oui, il y a vraiment des pièces de musée. Hein. Oui, oui. Wow. Là, il y a un truc de l'époque de Chopin, de 1839, juste après celui qui était à Majorque. Ça, c'est un piano plus moderne. Oh là là, tout ce qu'il y a comme piano. Là. Ici, ça, ah c'est ouais, une merdouille. c'est la Casa d'Alibaba, là, tout ce qu'il y a. Ça, c'est la mécanique. Ça, c'est les pianos que tu rachètes, toi, c'est ça? Ouais. Ça, c'est le premier que j'ai fait en merisier massif. On voit pas beaucoup, mais bon. Oh, mais là, tu as du boulot pour 5 générations, là. C'est bien pour ça que je suis en train de me poser des questions. Je me dis qu'il faut que soit que je me largue des pianos, soit que j'achète une grange, que je les mette dedans. C'est neuf, ça? Ouais, là, le bois est neuf. J'ai acheté ça dans une châtaigneraie, c'est du merisier massif. J'ai fait la caisse. Hein. Tu vois, ça, c'est les pieds, le pupitre. Et tu fais sécher ton bois, tu achètes ton bois? J'ai acheté du bois qui était sec. J'ai fait faire des... Alors, quand même, j'ai fait tourner des pieds par un tourneur. Ouais. Et c'est moi qui les ai dessinés et tout. C'est des pieds qui ressemblent au Broadwood de Beethoven.
Bon, à chaque fois, je m'inspire de trucs existants, mais c'est pas pareil, quoi. C'est un peu comme les pieds du Broadwood de Beethoven, mais pas exactement. C'est un mélange. Ouais. Ça, c'est un truc. C'est plus moderne déjà, ça. Il y en a partout. Puis il y en a à d'autres endroits. Hein. Ça, c'est un truc. Bon, moi, on aura vu C'est une petite partie. Une petite partie Oui. de ton Après, au 4e ton étage, atelier adjacent. il y a un truc avec une batterie où on fait du jazz. Ah bon? Oui. Une batterie où tu fais du jazz? Il y a 2 ou 3 pianos. Et tu joues là-haut en fait, à côté de mettre ton saxo et... Ouais, je peux faire, là-bas, je peux faire autant de bruit que je veux. Ok.